Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus et bienvenue sur cette première masterclass d'Urban Sports Club qu'on fait en partenariat avec Samuel Hurtado de chez Somasana. Bonjour Samuel, merci d'être avec nous ce soir. Salut à tout le monde, merci pour l'invitation et cette proposition de masterclass sur un sujet qui me passionne depuis longtemps maintenant. Voilà, alors cette masterclass se déroulera en plusieurs parties. Dans un premier temps, moi, je vais vous présenter un peu ce que c'est Urban Sports Club, pourquoi on organise cette masterclass avec Samuel. Ensuite, je laisserai Samuel se présenter parce qu'il le fera mieux que personne lui-même. Et dans un troisième temps, on partira sur la masterclass où on fera une présentation du dos et on finira sur les solutions parce que c'est après tout pour ça qu'on est là tous ce soir. Voilà, donc pour commencer, tout simplement, en fait, nous, Urban Sports Club, qu'on représente ce soir avec Lara, qui sera à la gestion des commentaires ce soir, ça a été créé à Berlin par deux Allemands qui pensaient que les modèles d'abonnement en salle de sport ne correspondaient pas à nos modes de vie. Donc, on allait toujours dans la même salle, on avait la même routine, un engagement de 12 ou 14 mois qui était très long. Alors qu'on était de plus en plus mobile, notre travail se digitalisait vachement et on avait accès à du contenu illimité où on voulait et partout. Donc, ces deux Allemands ont décidé de créer un abonnement sportif qui était plus flexible, qui donnait accès aujourd'hui à plus de 10 000 salles en Europe, qui pratiquaient une cinquantaine de disciplines, aussi bien dans le sport que dans le bien-être, la relaxation, le yoga, etc. Donc, par exemple, vous êtes chez vous le matin, vous réveillez, une petite séance de yoga en ligne depuis chez vous ou dans le studio en face de chez vous. Le midi, pour donner un peu de punch à la journée, on passe à la salle en face du lieu de travail pour faire une séance de CrossFit. Et même le dimanche, après votre brunch, une petite séance de sophrologie tranquille pour passer, pour bien finir le week-end. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut faire avec notre abonnement Urban. Et en ce moment, justement, on offre 14 jours d'essai gratuit pour essayer toutes les activités qui vous plaisent. Voilà, et c'est sans engagement. Vous pouvez retrouver sur le site internet à l'onglet essai gratuit. C'est très facile, c'est très intuitif. Et voilà, pour Urban Sports Club, on a fait notamment cette masterclass avec Samuel de chez Somasana parce que c'est une salle avec qui on travaille beaucoup, un professeur avec lequel on travaille beaucoup. Et je vais d'ailleurs le laisser se présenter lui-même parce que c'est lui qui se connaît le mieux naturellement. Je ne suis pas sûr que je sois celui qui me connaît le mieux, mais en tout cas, avec plaisir pour présenter un peu ce qui m'a amené à cofonder Somasana avec mon associé. Donc, moi, j'ai fait pas mal de sport plus jeune. C'est comme ça que j'ai commencé à principalement connaître mon corps et les liens qu'il peut y avoir entre physique et mental autour de la performance. Donc, c'était surtout ces sujets-là plus jeunes. Puis, j'ai fait des études d'ostéo. Je suis devenu ostéo. J'ai commencé à soigner des patients de cette façon, cette médecine, cette thérapie manuelle et holistique. Et j'avais une sorte de frustration dans ma prise en charge de par le côté un peu exclusif que représente l'ostéopathie, à savoir des consultations individuelles avec un cadre bien précis. Et j'avais pendant mes études beaucoup appris de santé asiatique à travers des voyages et notamment aussi du yoga où je me suis formé pendant mes études. Et donc quand j'ai commencé à voir ce premier cabinet d'ostéopathie, j'avais envie vraiment d'inclure quelque chose de plus large et ça a été donc à travers le yoga. Et donc j'ai cofondé ces centres qui s'appellent Somasana. Soma, ça veut dire donc le corps en grec, sana, sain, quelque chose qui est sain, qui est en bonne santé, et asana, la posture en sanskrit. Donc, c'est vraiment des maisons de santé, de mieux-être, et qui inclut et des consultations thérapeutiques et des cours collectifs. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on a collaboré avec Urban Sports Club depuis quelques années maintenant, entre notre centre du 9e et celui du 8e. Et donc, aujourd'hui, on parle de la santé du dos. C'est un des sujets principaux qui amène les gens à venir chez nous, mais il y en a d'autres. Et on essaie justement d'offrir des solutions diverses à travers ces prises en charge collectives et individuelles pour amener un meilleur équilibre et une meilleure santé, notamment autour des douleurs de dos. Donc, tous ceux qui sont là aujourd'hui probablement sont intéressés par le spectre du dos. Et j'espère que je pourrai au mieux répondre à vos questions et vous faire acquérir un peu plus de connaissances et démystifier peut-être un peu des croyances sur les maux de dos. Donc, je Voilà, suis ravi d'être là. merci. Donc on va donc commencer cette masterclass dès maintenant avec une petite présentation. On a fait une petite vidéo capsule pour bien introduire cette masterclass sur une présentation de la colonne vertébrale, ses caractéristiques et ses grands rôles.
Ok, capsule d'anatomie maintenant pour vous présenter une colonne vertébrale à l'âge adulte. Donc il y a trois courbures principales. Deux lordoses qui sont courbées vers l'arrière, donc la lordose des lombaires, le bas du dos, la lordose des cervicales, le haut du dos. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle une syphose, donc qui est courbée vers l'avant. Ces trois courbures permettent de la mobilité, donc c'est l'un des paramètres essentiels de la colonne vertébrale, c'est qu'elle est mobile, elle permet de se mobiliser dans l'espace de manière fluide et sans limite. Et également, c'est une colonne vertébrale qui est très résistante parce qu'elle vient protéger l'axe nerveux central. L'axe nerveux central, c'est les petites cordelettes jaunes qu'on voit ici, qui sont des nerfs périphériques et qui permettent, on le verra plus tard notamment, de ressentir la sensibilité et permettent la motricité également. Donc, entre ces vertèbres, il y a 24 vertèbres qui sont connectées les unes aux autres, il y a des disques intervertébraux qui permettent d'amortir un peu le mouvement et la pression verticale qui est liée à la gravité. Et donc, on verra ensemble comment est-ce qu'on peut protéger sa colonne et ses disques intervertébraux, notamment, tout en gardant la mobilité dans l'espace et gardant ce paramètre de grande résistance de la colonne. Voilà, alors on a eu une première explication sur la colonne vertébrale, ses fonctions, les caractéristiques et tout. Et justement, nous, ce qu'on voulait savoir, c'est parmi vous, on voulait faire un petit sondage dans lequel vous pouvez répondre dans le chat. Est-ce que vous avez déjà eu mal au dos au moins une fois dans votre vie? Je pense que ça, c'est une question assez basique. On s'attend à une réponse. On a tous plus ou moins eu mal au dos dans votre vie, dans notre vie. On voulait aussi savoir. Bon, on va vous Juste pour laisser. Ouais, rebondir, Jules, sur vas-y. cette question, en fait, Ouais. comme je l'ai présenté dans la capsule juste avant, le mal de dos, c'est pas que, par exemple, on pense souvent au bas du dos, mais quand on a mal dans les cervicales, ça fait partie du dos. Il y a vraiment, et on verra qu'il y a des liens de douleurs qu'on pense qui ne sont pas liés au dos, comme par exemple des maux de tête ou des douleurs dans le bassin qui sont complètement liées à une problématique de la colonne vertébrale. Donc, n'hésitez pas à dire si c'est oui. Et si vous n'avez jamais eu mal au dos, vous pouvez être aussi fier de vous et n'hésitez pas à le mettre dans le chat. On a une grande majorité de oui. Ouais, comme attendu, une grande majorité de oui sur cette. Bon, il y a un biais de sélection parce que tous les gens qui viennent ici viennent pour la santé du dos. Voilà, c'est ça. Donc, on avait peu de doutes sur les réponses à cette première question. Odile dit On se quelque chose. demandait. Ouais, Désolée, je vous coupe, mais Odile dit quelque chose d'assez intéressant qui est qu'elle a mal au dos suite à une grosse période de stress. Donc, on pourra peut-être en parler en détail tout à l'heure. Mhm. effectivement, on en parlera par la suite dans cette masterclass. Bien évidemment, Odile, on détaillera tout ce sujet-là. On voulait aussi savoir, une question peut-être un peu moins évidente, si vous avez déjà eu recours à un médecin ou plus précisément à un ostéopathe pour remédier à ces maux de dos. Voilà, donc vous pouvez répondre toujours dans le chat, hein, même si les boutons donnent très envie. Tout se passe dans le chat ce soir. Voilà, donc n'hésitez pas. On a des oui pour des ostéos, des kinés aussi, c'est On vrai. a un non. Chiropraxie, effectivement. Non pour Priscille, ok. Ils vont compter ensuite tous les oui et les non pour faire des stats, hein, donc vous pouvez tous répondre. Voilà, n'hésitez pas. On prend des statistiques. On est mathématiciens aussi. Éthiopathe, kiné, chiropracteur, ostéopathe. Donc, ça, c'est tous des thérapies manuelles relativement similaires, hein. Donc, pour ceux qui posent la question, on a mis ostéo parce que c'est la profession que j'exerce, mais s'il y en a qui ont consulté d'autres thérapeutes manuels, c'est la même chose. Bon, globalement, on a beaucoup de oui, on a un non. On Un a beaucoup de, fasciothérapeute. de, de techniques Fasciathérapeute, ouais. différentes utilisées qui sont similaires dans le fond, mais différentes sur la fonction quand même. Bon, merci beaucoup pour vos réponses. On avait une dernière question aussi qui est peut-être un peu plus, où il y aura peut-être des réponses un peu plus mitigées. C'est le fait de faire un arrêt de travail à cause de maux de dos. Donc là, on parle de maux de dos un peu plus intenses peut-être et qui nous empêchent de travailler et qui nous bloquent vraiment dans notre quotidien plus que le dos, quoi. Donc, n'hésitez pas aussi à répondre là pour cette fois-ci. Je pense que les statistiques seront plus équilibrées et peut-être plus pertinentes. On voit du non, non jamais, non. Donc voilà, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont mal au dos ou ont déjà eu mal au dos en tout cas, mais peut-être pas avec une intensité suffisante pour arrêter le travail. En tout cas, voilà, on supporte en silence. Peut-être Astrid qui est folle de travail et qui veut pas.
s'arrêter. Voilà, dur à cuire, Muriel. Bravo, c'est bien. Bon, on verra de toute façon comment lutter contre ça et même pour justement se sentir bien. Et on verra que c'est pas si grave et que les causes sont diverses, pas forcément liées à notre posture dans le travail. OK. Bon, il y a pas mal de réponses, c'est bien. Effectivement, par rapport à vos réponses dans le chat et ce qu'on a étudié plus globalement, c'est que en 2020, donc au début de période de Covid, il y avait près de 2 tiers des Français qui déclaraient souffrir du dos quand même. Et parmi eux, il y avait un tiers qui continuaient à travailler sans changer leurs habitudes. Donc, comme on voit là, il y en a plein qui ont répondu qu'ils avaient des maux de dos quotidiens, qui avaient déjà eu mal au dos au moins dans leur vie. Il y en a assez peu qui ont finalement fait un arrêt de travail à cause de ça. Donc voilà, c'est assez significatif. Ça reflète assez bien les études qui ont été faites dernièrement, notamment avec le Covid, le télétravail et tout. Et justement, on va voir quelles sont les causes de ces maux de dos. Il y a des causes différentes. Il y avait déjà Priscille qui en parlait, il me semble, tout à l'heure avec le stress. Et on voit qu'il y en a d'autres. Je vais laisser Samuel vous en parler plus en détail. Merci à tous déjà d'avoir participé à ces petits sondages. C'est assez intéressant de voir toujours les réponses et donner un peu des stats qui vont clairement dans une direction où la majeure partie des personnes qui ont une vie, on va dire, assez habituelle qui mélange et des moments très actifs, par exemple une activité sportive, et la majeure partie du temps passive, et notamment une majeure partie du temps passé assis, que ce soit pour se déplacer ou pour travailler, souffrent de maux de dos. C'est quand même vraiment bien connu maintenant dans les statistiques générales sur toutes les populations. Et donc, l'idée, c'était de comprendre un peu les causes et se rendre compte qu'il n'y a jamais une cause. C'est vraiment plurifactoriel. Il y a eu une question aussi dans le chat qui parlait quelqu'un qui réagissait en disant qu'elle avait mal au dos quand elle était stressée. Donc, on va vraiment prendre en considération l'environnement. Donc, en fait, on va considérer chacun comme étant composé d'une partie biologique, donc physique, une partie psychologique, donc le fonctionnement et des interactions psychologiques qu'on peut avoir, et une partie sociale, sociétale, qui est l'environnement qui nous entoure. Et en gros, ces trois éléments-là, ces trois piliers-là vont amener potentiellement un déséquilibre dans notre physiologie ou dans notre même dans notre physique biomécanique de la colonne vertébrale, et qui vont amener à éventuellement un symptôme qui va être la douleur, donc le mal de dos. Et donc, ces trois composantes, donc la biologie, c'est typiquement qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais pour changer ma physiologie, comment est-ce que je m'hydrate, comment est-ce que je joue sur ma physiologie, ça a un impact sur mon mal de dos. Comment est-ce que je me sens bien dans ma peau, donc psychologiquement, a évidemment un impact sur le dos. Donc, c'est-à-dire que là, on ne parle plus de mécanique, on ne parle plus de bien se tenir, on ne parle plus de manque d'activité physique ou d'inactivité, on parle de mental. Et l'environnement social, c'est-à-dire avec qui je suis entouré et le stress que mon environnement va impacter sur moi, va amener également à un déséquilibre qui peut amener à un mal de dos. Donc, il faut bien se rendre compte que le mal de dos n'est pas que mécanique, ce n'est pas que lié à une problématique posturale, et bien souvent, c'est lié à ces trois piliers qui sont impactés, donc social, sociétal, physiologique, interne, et mental, psychologique. Et donc, tout à l'heure, on va aborder différentes possibilités pour vous, de manière très simple dans votre quotidien, pour améliorer ces trois piliers qui permettront d'avoir un meilleur équilibre et donc moins de douleurs si vous en avez, ou en tout cas prévenir des potentielles douleurs qui peuvent arriver. Ce qui arrive souvent dans le mal de dos, c'est qu'on ne le voit pas venir. Et un jour, on se lève, enfin moi je le vois en cabinet en cabinet d'ostéopathie avec tous les patients qui ont mal au dos, on leur demande toujours le facteur déclenchant. Soit ils ne savent pas du tout ce qui a déclenché la douleur, soit c'est arrivé vraiment sans qu'ils le voient venir. Donc, il y a vraiment un sujet de prévention, et toute l'idée de cette masterclass, comment est-ce qu'on l'a construite, c'est comment prévenir le mal de dos. Et donc, l'ostéopathie Justement, ouais. d'ailleurs et le yoga sont des prises en charge préventives. Il ne faut pas voir ça comme une prise en charge allopathique qui va être j'ai mal, donc je prends un antidouleur ou un anti-inflammatoire et je cherche une solution miracle pour enlever ma douleur. C'est vraiment comment est-ce que je peux changer des choses dans ma vie, dans mon environnement, dans mes habitudes, dans mes croyances, pour amener une prévention de cette problématique qui est le mal de dos. Et voilà, et justement, pour mettre en image tout ce que tu nous as expliqué là maintenant, Samuel, on avait préparé une petite vidéo démonstrative avec plusieurs façons et des mouvements
pour garder une certaine mobilité de la colonne vertébrale dans votre journée, au milieu de votre journée ou n'importe quand, pour justement prévenir de Donc, on ces va maux de voir dos qui peuvent ensemble arriver deux à tout moment. Donc, voilà. mobilités que vous pouvez faire vraiment chez vous ou au bureau assis et qui vont permettre de venir assouplir toute la colonne vertébrale et de casser la position assise prolongée. Donc le premier, on essaie juste d'avoir les genoux à la hauteur des hanches. On vient mettre les mains avec les doigts croisés derrière la tête. On inspire, on vient écarter les coudes. Vous pouvez le faire en même temps, n'hésitez pas, comme ça vous allez retenir le mouvement. Expirant, on ramène les coudes ensemble devant le visage, les coudes devant le sternum, et on descend, on descend, on descend, on vide tout l'air qu'on a dans les poumons. Et on remonte de la même façon en inspirant. Donc j'inspire, j'ouvre, et j'expire, je ferme, et on répète ça une quinzaine de fois, dans le but vraiment de sentir toutes les zones de la colonne vertébrale qui viennent se mobiliser en flexion vers l'avant et en flexion vers l'arrière, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc deuxième vidéo pour la mobilité plutôt du bas du dos, ici les lombaires. Donc c'est vraiment, les lombaires, c'est vraiment la zone qui est la plus sensible généralement pour les gens qui restent assis longtemps dans la journée. On va mettre les mains au niveau des hanches ici, au niveau des hanches et du pli de laine. On va écarter largement les genoux vers l'extérieur, ouvrir les pieds vers l'extérieur. On inspire le dos droit et en expirant, on va venir enrouler pareil la tête, le milieu du dos, le bas du dos. On descend avec les mains vers le sol, complètement dans les hanches. Le mouvement, c'est uniquement dans les hanches. Et puis on va aller un peu vers la gauche et un peu vers la droite avec les mains, juste pour venir relâcher le bas du dos de chaque côté. On peut y rester quelques respirations, puis on remonte de la même façon dans les hanches en déroulant la colonne vertébrale. Et ça, on peut le faire vraiment toutes les heures pour venir vraiment casser un peu cette posture assise prolongée et éviter d'avoir des lombalgies qui se créent de façon chronique. Alors, si je peux rebondir juste sur cette capsule, ça, c'est un exercice hyper simple qu'on peut faire. Ça fait partie des solutions préventives pour éviter d'amener donc la composante, le pilier de physique qui peut être lié donc, à travers la posture et la posture statique prolongée inactive pendant sa journée. Donc, c'est pour casser cette posture inactive prolongée dans la journée pour éviter des stases, des inflammations et des douleurs qui peuvent rentrer chroniques dans le dos. Donc, ça, c'est vraiment des choses hyper simples que je montre très régulièrement au cabinet d'ostéo pour prévenir les douleurs de dos mécaniques. Et ça, vous pouvez le faire de la même façon debout. Il n'y a pas que assis. Cette posture, les deux, enfin, la première que j'ai montrée, là, ouverture, fermeture, c'est vraiment assis et debout de la même façon. Et justement, oui, comme tu le disais, on peut faire ces mouvements assis. Là, sur la démonstration, c'est des mouvements qu'on produit assis, mais justement, on met souvent en question le fait d'être assis dans notre quotidien, dans la majorité des métiers aujourd'hui. Mais quel est le problème à ce niveau-là et pourquoi il ne faut pas forcément se focaliser que sur ce problème-là, justement, Samuel? Tu parles de la posture assise prolongée, c'est ça? Voilà, c'est Ça fait ça. partie justement alors, de cette deuxième partie de la masterclass qu'on a. Enfin, moi, j'avais proposé ce titre, les fausses croyances, et je vais te répondre dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais bien que toutes les personnes qui participent là écrivent dans le chat qu'est-ce qu'ils ont déjà entendu ou quelque chose qu'ils ont entendu de leur famille ou un truc courant qu'on dit, genre c'est normal que tu aies mal au dos parce que tu fais ça. Ou alors faire ça donne mal au dos. C'est quelque chose de commun pour lequel vous êtes vraiment sûr de vous. Ça m'intéresse vraiment parce qu'il y a énormément de ce qu'on appelle des fausses croyances sur le mal de dos, et notamment celle que Jules vient de décrire, c'est-à-dire passer du temps assis crée du mal de dos. Donc ça, je vais rebondir dessus, mais en attendant, si vous voulez bien écrire sur le chat, comme ça on pourra n'hésitez rebondir sur les deux. pas à rebondir sur le chat. On a justement Astrid qui demande si c'est bien de se faire craquer le dos, justement. Et on entend beaucoup, il y a beaucoup de gens qui le font. Moi compris, je l'ai déjà fait. Est-ce que c'est vraiment bien de se faire craquer le dos? Ok, alors je vais répondre dans l'ordre. Donc, juste par rapport à la première question qui est la posture assise. Donc, la posture assise prolongée, c'est vraiment, la réponse est non. Enfin, la posture assise n'est pas le responsable des douleurs de dos. Si on regarde l'évolution dans le temps et dans l'humanité à travers les âges et les populations, la posture assise n'a pas changé. Si on compare des populations, entre guillemets, tribales qui passaient de chasseurs-cueilleurs qui passaient beaucoup de temps donc, à se déplacer en étant très actives pour chercher à manger notamment et juste dans leur mode de vie, passaient aussi autant de temps assis qu'une population, par exemple aux États-Unis aujourd'hui à travers ce mode sédentaire de travail. Donc il y a vraiment le nombre d'heures assis n'a pas évolué à travers les âges et les civilisations. Donc ce n'est pas ça qui a créé les maux de dos, puisque c'est assez récent qu'il y ait une grande partie de la population qui est mal au dos. C'est, on le verra plus tard, tout le reste, c'est-à-dire tout le reste de l'inactivité dans sa journée qui fait que non seulement la posture assise est un moment d'inactivité
qui dure à peu près 8-9 heures par jour, mais tout le reste devient aussi beaucoup trop inactif, c'est-à-dire que tout devient beaucoup trop simple, beaucoup trop confortable, que ce soit les modes de déplacement, que ce soit les loisirs, que ce soit même les modes de consommation alimentaire ou pour se procurer de l'alimentation, on appuie sur un clic sur une application, on a à manger, etc. C'est un exemple parmi tant d'autres pour expliquer que l'inactivité est le réel problème et ce n'est pas la posture assise. Donc ça, il faut vraiment se l'enlever de la tête, surtout qu'on le verra derrière. Il y a plein de façons de s'asseoir. Il n'y a pas qu'une façon en étant dans des sièges hyper confortables comme celui que j'ai derrière moi qui, je précise, n'est pas le mien, où il y a des trucs hyper confortables pour s'asseoir et ne pas y bouger pendant longtemps. Mais donc voilà, ça, on enlève ça de sa tête. Ce n'est pas ça la cause. Il y a Ouais. On a aussi des croyances qui disent que du coup, le sport peut faire mal au dos, les impacts peuvent faire mal au dos, courir peut faire mal au dos. Et c'est vrai que c'est ce qui revient pas mal dans le chat, c'est le fait de... On a l'impression que courir, ça provoque le mal de dos. Est-ce que c'est vrai? Alors j'adore cette question parce que je l'entends hyper souvent et moi-même, je viens d'un milieu de sport à tout niveau, enfin de haut niveau, mais à tout niveau, avec la course à pied, le triathlon, etc. Et donc, le sport, si on veut se référer vraiment à des études scientifiques qui ont des grandes valeurs parce qu'elles sont sur des grands panels de personnes, globalement, les sports d'endurance fondamentale sont excellents pour la santé. La course à pied, c'est excellent pour la santé. Alors, et physiologiquement, au niveau de la respiration, au niveau du système cardio-respiratoire aussi. Mais surtout au niveau mécanique, les pressions, si on parle de course à pied, le fait de courir avec une bonne technique, il y a une vraie technique, il y a des bonnes chaussures à avoir qui sont adaptées à sa foulée, ça renforce le squelette et ça renforce les articulations, donc les articulations des genoux par exemple et celles de la colonne vertébrale. Par contre, si on court entre guillemets mal, c'est-à-dire si par exemple je suis un jogger du dimanche et que j'ai un mode de vie qui m'amène à une grande inactivité dans ma semaine et que le dimanche je me dis allez, je prépare le marathon de Paris, je vais me faire 2 heures à bloc sans échauffement, en ayant picolé la veille et n'ayant pas beaucoup dormi le reste des nuits, évidemment que je vais me faire mal parce que, encore une fois, si on prend ces 3 piliers biopsychosocial, tout amènera à des déséquilibres et j'aurai mal. Mais globalement, si on fait ça de manière modérée en termes d'allure et en pleine conscience avec une bonne technique, c'est des choses qui renforcent et qui font que la colonne vertébrale est souple et mobile. D'accord ? Donc, il faut aussi trouver des activités qui sont complémentaires. La course à pied, c'est bien, mais si on est toute la journée inactif, encore une fois, ça déséquilibre. Si on fait par exemple de la course à pied et une activité comme du yoga, on va se retrouver avec ces 2 paramètres de souplesse et de force qui vont être vraiment développés et on va avoir vraiment aucune raison d'avoir de douleur à tout niveau dans la colonne vertébrale. Ouais, donc ça, pareil, on peut l'enlever de sa tête. Ouais. Et souvent, même dans la société, on entend de plus en plus de choses comme en anglais, la phrase assez connue maintenant, « Sitting is the new smoking », que j'essaye un peu de démonter là et de démontrer qu'elle est assez fausse dans la société. Donc, on a fait une petite capsule par rapport à ça. Mais bon, voilà. Plusieurs journaux, ça en parle assez souvent dans d'assez grands journaux comme Forbes notamment. Voilà, c'est un sujet qui est assez prégnant dans la société qui se tertiarise vachement dans les 20 dernières années notamment. C'est hyper, il y a énormément d'écrits en fait. C'est pour ça que tu dis je démonte le truc, mais c'est vraiment très courant dans la science et dans la littérature médicale et biomédicale de vraiment aller à l'encontre de ce sujet, de dire que la position assise est responsable de maladies ou de douleurs. C'est vraiment, encore une fois, c'est pas ça la problématique, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça. Et donc, typiquement sur les photos qu'on peut voir avec Soraya ici qui travaille chez nous, chez Somasana. Est-ce que vous voulez bien répondre? Est-ce que vous pensez que la première figure où on est globalement dans une posture un peu penchée vers l'avant, comme tout le monde prend cette posture naturellement quand il y a de la gravité sur le dos et qu'on ne bouge pas pendant plusieurs heures, est-ce que ça c'est un problème? Est-ce que la deuxième où on essaie de se tenir droit avec le dos relativement actif, c'est une bonne posture? Ou est-ce que vous pensez qu'il n'y en a aucune des deux qui est bonne et dans ce cas-là, laquelle serait bonne pour vous? Pour l'instant, on a du C, on a du aucune des deux. B, C, ouais. La B pour Astrid. Effectivement, se tenir droit, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Ouais, exactement. Dans les grandes croyances de la colonne vertébrale, qu'on dit par rapport au dos, c'est tiens-toi droit. Si tu ne tiens pas droit, c'est normal que tu aies mal au dos. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais c'est souvent dans l'éducation, c'est souvent familial, c'est souvent à l'école. Tiens-toi droit, tiens-toi droit. Et en réalité, ce n'est pas
c'est peut-être tous ceux qui répondent C ont compris que c'était aucune des deux et que c'est pas le fait de se tenir droit qui fait qu'on n'a pas mal au dos. D'accord? Donc qu'on soit penché vers l'avant, qu'on soit avachi, qu'on se tienne hyper droit. En fait, c'est pas ça qui va amener une douleur de dos. Ce qui va amener une douleur de dos, c'est une posture statique, donc inactive dans la durée. C'est vraiment ça le sujet. Donc, en gros, si on doit rester assis parce que notre mode de travail l'oblige, il va falloir trouver des postures assises qui permettent d'enlever de la tension ou en tout cas de ne pas en mettre trop, d'accord, dans différentes zones précises de la colonne vertébrale. Et donc, pour ça, on va changer de position régulièrement. Ça, on le verra dans les solutions peut-être tout à l'heure. Donc, ça va être changer régulièrement de position et également faire ce qu'on appelle travailler sur l'ergonomie de travail, notamment pour ceux qui ont un poste de travail, que ce soit chez soi ou un poste fixe. Et ça, peut-être qu'on a une capsule qui passe juste après. C'est le travail d'ergonomie. Alors ça, sur cette photo-là, ah ouais, ça c'est sur les jambes croisées. Donc pareil, est-ce que vous pensez que la première posture, donc jambes croisées, est plutôt bonne pour le dos ou pas? Et est-ce que vous pensez que la deuxième photo est bonne ou pas? Donc est-ce qu'il y en a une ou deux, la première est bonne, la deuxième est bonne ou aucune des deux? S'il y en a qui n'arrivent pas à avoir cette position, vous pouvez nous le dire aussi, hein. Ça arrive. Donc là, tout le monde reste sur C. Donc là, tout à l'heure, autant j'étais d'accord avec vous, C, en disant il n'y en a aucune des deux qui était de se tenir droit ou se pencher vers l'avant. Là, en réalité, la deuxième est carrément bonne en fait, hein, de croiser les jambes en ayant une cheville sur le genou opposé, c'est vraiment bon. Alors évidemment, vous n'allez pas pouvoir tenir longtemps parce que c'est assez inconfortable et c'est ce qui la rend bonne. L'inconfort, il faut bien comprendre que l'inconfort est très positif et très bénéficiaire sur le long terme. Quand on est inconfortable, on va changer de position, on va adapter sa posture, on va bouger. Donc la posture 2, elle est bonne pour quelle raison? C'est qu'on vient faire une ouverture de hanche quand on fait cette posture-là. Et donc on permet à toute la circulation, notamment lymphatique, vasculaire, nerveuse, de vraiment passer de manière fluide dans le membre inférieur. Et en plus, on assouplit vraiment la hanche qui est souvent bien trop statique, bien trop fermée, notamment les fléchisseurs de hanche, les muscles à la partie antérieure devant dans le bassin. La première position, elle est bien trop souvent prise avec les jambes croisées comme ça. Et ça, vraiment, c'est déconseillé parce que, encore une fois, ça empêche une libre circulation, ça crée des compressions, ça crée une sorte de garrot ici au niveau du petit bassin et à tout niveau pour les sphères urinaires, gynécologiques, vasculaires, etc. C'est vraiment pas bon et même au niveau mécanique. D'accord? Donc, on favorise, même si ça ne paraît pas très glamour, le fait d'ouvrir les jambes vers l'extérieur et même les chevilles vers l'extérieur. Faire un V avec ses pieds vers l'extérieur, ouvert vers l'extérieur, ça permet une libre circulation. D'accord? Donc, on évite d'avoir les jambes fermées. Il faut savoir qu'on a tendance à se fermer parce que c'est une posture un peu de protection sociale aussi. Quand on est un peu anxieux, un peu stressé, on a tendance à vouloir se fermer. L'ouverture, c'est ce qu'on va vraiment chercher. Et dans la première capsule, tout au début, vous pourrez la revoir sur le replay. Moi, j'encourage énormément les ouvertures thoraciques, donc écarter les épaules, écarter les jambes, donc les membres périphériques, pour permettre une libre circulation et se sentir littéralement beaucoup mieux après ces postures. Justement, pour rebondir sur ce que tu disais, les périodes de stress, on est moins bien, on a envie de se refermer. On était un peu enfermés sur nous-mêmes pendant le Covid, avec beaucoup de télétravail, une démocratisation du télétravail. Justement, on voulait avoir vos avis aussi par rapport à cette question. Est-ce que vous pensez que le travail ait pu avoir un réel impact sur vous, sur les maux de dos que vous avez pu avoir, si vous en aviez pendant ou avant, ou les deux? Donc voilà, n'hésitez pas toujours à répondre dans le chat. Voilà. Est-ce que vous pensez que le télétravail a eu un réel impact sur les maux de dos? Pourquoi? N'hésitez pas aussi si vous avez des éléments. De toute façon, ensuite, Samuel nous éclairera là-dessus. Mais voilà. Donc, pour l'instant, on a pas mal de oui. Voilà, qui est la réponse qui paraît le plus évident. Alors, si je peux rebondir sur ça, donc on s'attendait un petit peu à ce qu'il y ait beaucoup de oui. En réalité, encore une fois, le télétravail n'est pas la problématique. Ce n'est pas le fait que les gens soient en télétravail qui crée un mal de dos, c'est probablement les mauvaises habitudes autour de cet environnement de travail. Donc, encore une fois, biopsychosocial. Si on utilise le temps qu'on gagne dans les déplacements pour aller travailler, c'est-à-dire que vous n'allez plus à votre boulot, donc vous restez chez vous, vous gagnez forcément du temps de déplacement. Si vous utilisez ce temps de déplacement pour faire quelque chose d'actif, peu importe ce que c'est, donc ça peut être même avant de bosser chez vous,
vous, vous créez une routine de je fais le tour du pâté de maison chez moi. Le midi, je vais aller chercher à manger au lieu d'en commander, au lieu de faire chez moi, je vais aller me déplacer pour aller chercher à manger ou pour aller chercher quelque chose à boire, peu importe, ou faire des fausses missions dans votre tête, on le verra dans les solutions de tout à l'heure. Ça vous permet de créer une mobilité et ce temps que vous ne passez pas dans les transports va permettre d'éviter d'avoir une statique prolongée et donc probablement des maux de dos. Donc, il y a et ça et quand même un sujet d'ergonomie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comment être adapté, l'ergonomie, c'est comment s'adapter le mieux à son environnement. Et donc, ça peut être fait par votre employeur quand il vous équipe de bureaux, par exemple, qui sont modulables ou des sièges pareils. Mais ça peut être fait aussi chez vous de façon très simple par des règles qu'on va vous présenter. Je pense que c'est maintenant, du coup, la capsule. Justement, ouais, exactement. On a préparé des règles capsule hyper simples que vous pouvez faire chez vous dès maintenant ou juste après la masterclass. Donc, comme on vient de le voir, il n'y a pas vraiment de posture idéale en réalité. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver la posture qui va avoir le moins d'impact sur votre dos, puisque c'est le sujet aujourd'hui. Donc, je vais vous proposer vraiment avec du matériel hyper basique. Donc là, c'est vraiment genre un bureau avec des tréteaux et une chaise complètement basique, d'adapter sa posture au mieux à son bureau et à son ordinateur, si on travaille avec un ordinateur. Donc l'idée, c'est d'avoir une grande règle qu'on appelle la règle des angles droits. Donc on essaie de partir du sol, donc l'angle droit au niveau des genoux ici, l'angle droit au niveau des hanches ici, les coudes posés relativement à angle droit aussi, distance des doigts des mains pour l'écran, coudes relâchés, épaules relâchées, on allonge la colonne et on est bien. Soit sur un support, soit dans le vide, mais surtout pas vers le haut, parce que là je vais créer vraiment des tensions dans le haut de mon dos. Et si je vois que ma tête plonge trop vers l'avant parce que mon écran est trop bas, je peux utiliser juste des bouquins que je viens mettre sous mon clavier, ici. Et idéalement, en fait, il faut qu'il y ait quand même qu'on puisse poser les poignets. Donc en gros, c'est ça. Là, avec ce bureau, sans rien acheter, avec juste mon ergonomie, comment je m'adapte à mon poste de travail, je suis avec une posture qui va avoir le moins d'impact possible. Donc les coudes posés, pas de tension dans le haut du dos. L'angle droit au niveau du bassin, l'angle droit au niveau des genoux, et globalement, je vais essayer de ne pas rester évidemment trop longtemps dans cette position, mais je n'aurai pas trop d'impact en appliquant ces grandes règles-là. Ouais, voilà. Donc, on a vu une des postures qu'on peut adopter qui est parmi les moins pires, même si on a quand même pas mal compris qu'il fallait ne pas hésiter à bouger. On a justement Maury qui soulignait dans la présentation que, évidemment, on parlait de beaucoup de gens qui télétravaillaient dans leur bureau, etc. Il y a aussi beaucoup d'étudiants qui ont travaillé depuis chez eux. Une grande tentation de travailler depuis son lit ou sur le canapé. D'une manière générale. Donc, en fait, même si on travaille on peut travailler sur son bureau, dans son lit, tant qu'on reste mobile. Et après, des postures assez optimales et moins pires, on va dire, qu'on peut adopter quand on reste statique pendant un certain moment. Voilà, donc il y a pas mal de fausses croyances dont Samuel nous a parlé précédemment. Et dans si je peux rebondir là-dessus, Jules, vraiment c'est vraiment des fausses croyances parce qu'en réalité, toutes les études scientifiques montrent que, par exemple, vraiment, même on pense que porter des charges lourdes en se penchant vers l'avant, c'est mauvais pour le dos. Ça, c'est une autre croyance. En réalité, ça renforce le dos de faire ça. Donc, il y a vraiment une notion, c'est comme être allongé dans son lit et écrire sur son ordinateur, c'est pas forcément mauvais, ou être avachi dans son canapé, c'est pas forcément mauvais, ça peut relâcher les lombaires si c'est pas tenu trop longtemps dans le temps et si en dehors de ces postures-là, vous avez une vie qui est active, où il y a de la mobilité protéiforme de plein de façons différentes. Et donc ça, c'est vraiment le sujet, il ne faut pas focaliser sur les moments où on est assis, où on est allongé, parce que ça, c'est des moments de repos. Et si ces moments-là sont des moments de repos et que les autres moments sont aussi des moments de repos, c'est la problématique. Si les autres moments sont actifs et ces moments sont des moments de repos, il n'y a pas de souci. Et juste, si on peut, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que je montrais sur la vidéo juste avant. C'est que peut-être on ne le voit pas maintenant parce qu'il n'y a plus la vidéo, mais en fait, je ne suis pas assis sur mon dossier. Et donc, la dernière règle aussi d'ergonomie hyper importante, c'est surtout pas de s'avachir en arrière quand on est assis. Donc, soit de ne pas avoir de dossier, c'est une solution, soit d'être par exemple sur vous savez, ces sortes de Swiss ball, là, les gros ballons, ou juste mettre une petite galette d'assise avec de l'air à l'intérieur. Ça s'achète très facilement dans le commerce. Et ça permet d'avoir une posture assise, mais active, d'accord? Donc, où les muscles sont actifs. Et le fait de ne pas avoir son dos contre un dossier,
ça fait que les muscles qu'on appelle paravertébraux, les muscles érecteurs du rachis, pour la partie un peu, pour ceux qui aiment les mots un peu compliqués, ceux qui permettent d'ériger la colonne vertébrale, sont actifs et c'est ceux qui permettent de soutenir les vertèbres. Donc, c'est ces muscles-là qu'on veut vraiment solliciter. C'est les muscles, quand on fait par exemple, quand on pratique le yoga, tous les muscles d'extension, quand on fait les chiens tête en haut, quand on fait les postures de cobra, les postures où on vient s'ériger vers le haut, on vient les solliciter, mais c'est trop rare. Ces postures, elles sont trop rares. Donc, si vous le faites dans votre posture assise de façon quotidienne, vous allez vraiment, vraiment renforcer votre dos et vous aurez pas mal ou vous aurez plus mal. Et plus globalement, Samuel, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, sans parler forcément de posture spécifique ou de pratique à faire, est-ce que finalement, globalement, on peut résumer tout ça en disant que le principal problème, c'est l'inactivité, que justement, il faut savoir rester actif, que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau psychologique, mental? Complètement, voilà. En gros, si on doit faire un résumé, bon, je pense que j'avais 2-3 points que je voulais que tout le monde retienne, mais globalement, comme tu dis, la vraie problématique, donc c'est l'inactivité prolongée. Encore une fois, être inactif, c'est pas mauvais si c'est entrecoupé de moments d'activité. L'inactivité prolongée dans le temps est mauvaise pour la santé, on le sait à tout niveau, et c'est ce qui amène les maladies systémiques. Aujourd'hui, là, on parle de mal de dos, mais globalement, toutes les grandes maladies du style l'obésité, l'hypertension artérielle, d'autres troubles physiologiques sont liés à ce trop plein d'inactivité et de manque de mouvement, tout simplement. Donc, le mouvement, c'est évidemment la clé. Le fait de dédramatiser ces postures assises, c'est hyper important parce que ce n'est pas ça qui crée la problématique. Au contraire, de se prendre la tête sur comment je m'assois, ça crée une forme de stress et le stress peut créer de l'inflammation et peut créer de la douleur. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux de dramatiser ses postures ou de dramatiser son environnement. Au contraire, on s'adapte le mieux possible à son environnement en créant du mouvement. Ensuite, évidemment, je prêche pour ma paroisse, l'ostéopathie, une thérapie holistique, comme il y en a d'autres, hein, évidemment, mais psychocorporelle, où on va prendre en considération l'ensemble de la personne et son environnement. Donc, ces 3 grands piliers biopsychosociaux qui vont permettre d'amener un équilibre et d'enlever et de faire de la prévention et d'enlever les déséquilibres qui peuvent amener à une symptomatologie comme du mal de dos. Et ensuite, les 3 points qui restent, c'est qu'on a écrit ici, la méditation, le yoga et la respiration. Donc ça, c'est pour aller sur la partie plutôt mentale et comment relâcher son mental, éventuellement son anxiété et son stress, qui sont des vraies sources de douleur chroniques, généralement, donc qui durent dans le temps. Pas forcément aiguë, c'est-à-dire pas forcément très intense, mais qui a une douleur chronique sourde qui dure dans le temps. Et donc, pour ça, travailler avec la respiration, donc à travailler avec la pleine conscience, donc c'est ce qu'on fait notamment avec le yoga, et arriver à maîtriser l'agitation de son mental à travers la méditation sont des grands sujets pour apprendre à gérer la douleur, à prendre en charge la douleur chronique et donc la douleur de dos. Et donc, pour ça, je pense qu'on a aussi fait une petite capsule de souvenirs. Exactement. Donc, il y a un lien direct entre la respiration, la ventilation et la colonne vertébrale qui est matérialisé par les 12 paires de côtes qu'on a ici au niveau de la cage thoracique. Donc, ils sont connectés devant avec le sternum, derrière avec toutes les vertèbres thoraciques. Et donc, plus on a de souplesse dans la colonne vertébrale, mieux les côtes bougent, mieux on respire. On va mettre en place juste derrière des petits exercices pour ressentir cette respiration optimale. Et on va aussi voir qu'il y a un lien évident entre les émotions, type l'anxiété, le stress, et la respiration. On peut complètement gérer ces émotions juste à travers 3 respirations optimales. Et on va le faire ensemble tout de suite en mettant les mains où je les ai en ce moment. Alors voilà, Samuel, maintenant, si tu veux bien, on peut faire la démonstration en direct. Vous pouvez, derrière votre écran, reprendre et suivre les mouvements que fera Samuel. Alors, je vais descendre juste un peu la caméra, qu'on voit le haut de mon ventre. Okay, donc, on va essayer, je ne sais pas si vous voyez, on va essayer de mettre une main sur la partie, il y a une sorte de V ici, sur les parties basses des côtes, ça fait un V. Donc, on met une main ici, une main au niveau des côtes supérieures, ici, de la cage thoracique et du sternum. Et on va essayer déjà de ressentir, quand on respire, le maximum de mouvement dans la main qui est en bas. Donc, on veut surtout essayer de sentir qu'il y a du mouvement au niveau du diaphragme, qui est ce grand parachute ici qui descend pour faire rentrer l'air dans les poumons et qui remonte pour chasser l'air vers l'extérieur. Et on essaie d'avoir le moins de mouvement sur la main qui est en haut. La main qui est en haut, c'est celle qui est représentée par les respirateurs accessoires, les muscles qui permettent uniquement de
d'écarter les côtes hautes et le volume haut de la colonne de la cage thoracique pour faire, par exemple, répondre à une dette d'oxygène pour un effort, comme par exemple, je dois courir pour aller attraper mon métro ou échapper à un lion, ce qui arrive rarement en ville. Mais typiquement, ces muscles accessoires, ils servent à ça. Ils ne servent surtout pas à respirer pendant sa journée quand on est paisible et qu'on n'a aucun effort à faire. Donc, on essaie de se concentrer sur cette respiration basse pour le moment. On va essayer de fermer sa bouche et de respirer uniquement par le nez. C'est le deuxième conseil qui est essentiel pour avoir une respiration optimale. Les voies aériennes, c'est les voies qui passent par le nez. Les voies qui passent par la bouche, c'est les voies digestives, d'accord, pour la digestion, pour l'alimentation. Donc, on essaie au maximum dans sa journée de respirer par le nez. Donc, je respire par le nez. J'essaie de sentir toute la respiration, la ventilation qui se passe par mes côtes basses et au niveau du haut de mon ventre. Ça, c'est les deux premières règles. Et la troisième règle, pour me calmer et me sentir hyper bien pour cette fin de soirée de jeudi, je vais essayer juste d'inspirer normalement et d'allonger l'expiration. Donc, j'inspire normalement, pas plus d'air que d'habitude, toute petite inspire, et j'essaie d'allonger mon expiration. J'expire lentement, profondément, le plus longtemps possible, comme si j'avais une paille qui sortait de chacune de mes narines. J'essaie de souffler dedans et de sentir cette expiration qui dure le plus longtemps possible. Si je veux calmer aussi un peu mon système nerveux, il suffit juste que je ferme mes yeux. Quand je ferme les yeux, j'enlève énormément d'analyse de mon environnement. Donc, tout de suite, en fermant mes yeux, je vais tout de suite avoir beaucoup moins de charge mentale. Donc, j'essaie de me concentrer sur une respiration basse, main basse, par le nez. J'allonge l'expiration et j'essaie de faire ça pendant quelques minutes. Vous allez voir, ça va vous rendre stone, ça va vous rendre bien. Vous allez être tout détendu comme des bébés avec aucune ride, aucune tension dans le visage. Et le dernier point que je vais vous conseiller, c'est de mettre le bout de la langue au palais. Quand on met le bout de la langue contre son palais, on détend tous les muscles de la mâchoire. Pour ceux qui ont tendance parfois à être un peu stressés, anxieux, on bruxe, c'est-à-dire qu'on serre la mâchoire, on a des tensions sur la mâchoire. Donc là, ça va détendre la mâchoire, ça va détendre la gorge ici et ça va détendre la nuque derrière. Donc, dernier conseil, je mets le bout de ma langue au palais. En plus, ça empêche l'air de passer par la bouche, donc c'est parfait. Et je fais ce process de inspiration normale, longue, large, profonde expiration. Je peux le faire 1 minute, je peux le faire 10 minutes. Vous pouvez maintenant même ne plus écouter le reste de la masterclass qui va durer encore quelques minutes et juste continuer à respirer comme ça. Vous allez vous sentir vraiment, vraiment, vraiment littéralement bien. Si quelqu'un ne se sent pas bien après ça, vous m'appelez ou vous me le faites savoir parce que ce n'est pas possible physiologiquement parce qu'on stimule le système nerveux de la relaxation. D'accord ? Et on a tous envie d'être relâchés dans nos vies, surtout avec toutes les tensions qu'on peut observer autour de nous globalement depuis un certain temps maintenant. Mais donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se recentrer sur ces sensations, de le moins possible ressentir les tensions externes, qui sont des tensions qui peuvent créer un état de stress, et juste ressentir profondément sa respiration. Et globalement, si vous faites ça à n'importe quel moment de votre journée, ça peut être le matin, le soir, hein, quand vous avez un moment d'anxiété et de stress, ça va vraiment, vraiment, vraiment vous faire beaucoup de bien. Et je finis juste pour expliquer que cette respiration, elle fait bien sur le stress et elle fait du bien aussi sur le dos mécanique parce que les 12 paires de côtes, ce que j'expliquais au début, qui sont devant ici, sont aussi derrière. Elles vont s'insérer sur la cage thoracique au niveau des thoraciques, des vertèbres thoraciques, les 12 vertèbres du milieu du dos. Et donc, si on respire profondément comme ça, non seulement on vient stimuler de façon naturelle, sans trop de tension, les côtes, donc on relâche le milieu du dos, et en plus, on enlève toutes les tensions qu'on peut avoir dans les trapèzes, ici dans le haut du dos, il y a des muscles qui s'appellent les élévateurs de la scapula, les élévateurs des omoplates qui sont stimulés quand on respire trop haut. Je respire trop haut, comme ça je me crée des tensions en haut. Je respire bas, comme un Bouddha qui gonfle le ventre ou comme un bébé qui est tout zen et qui gonfle son ventre quand il respire, et ben, j'ai plus mal en haut. D'accord ? Donc il faut vraiment essayer de favoriser ce type de respiration. Et pour répondre à la question combien de fois par jour, j'aurais tendance à dire le plus de fois par jour, parce que plus on stimule ce système de respiration qui va stimuler le système nerveux parasympathique, celui de la relaxation, mieux je vais me sentir. On est globalement toujours en ce qu'on appelle en hypersympathicotonie, c'est un mot un peu barbare qui veut dire qu'on est en état de stress un peu permanent, du permastress. Respirer comme ça permet d'arriver dans un état de relaxation et donc qui tamponne un tout petit peu l'autre état de permastress. Donc de toute façon, plus on le fera, plus on se sentira bien. Il n'y a pas de limite, vraiment aucune limite. Si vous respiriez que comme ça, vous seriez juste sur un nuage toute la journée.
Et plus globalement, alors que la masterclass va bientôt toucher à sa fin, et avant de répondre à toutes vos questions, s'il y avait des points clés et importants à retenir, Samuel, lesquels seraient-ils selon toi, si, pour sortir de cette masterclass avec 5 points particuliers à retenir et à ne pas oublier? Alors là, il y en a 5 qui sont affichés. Donc, ceux-là, vous pouvez les retenir. Moi, je vais vous en donner globalement 3 pour être encore plus synthétique et qui est juste les 3 principaux qui restent en tête. Le mal de dos, il est multi ou plurifactoriel. Donc, il y a plusieurs raisons qui viennent amener un mal de dos. Il ne faut pas croire qu'il y a une seule solution, donc c'est simple et qu'il n'y a qu'une du coup des solutions miracles qui existent pour le soigner. Plurifactoriel, donc complexe fait qu'il n'y a pas de solution simple pour régler un problème complexe. Donc en gros, il faut changer globalement les choses qui peuvent impacter ce complexe, ces 3 piliers bio-psychosocial. Le fait de bouger, donc le mouvement est le meilleur des antidouleurs quand elle est présente. Si j'ai mal, il faut bouger. Pour prévenir la douleur de dos, il faut bouger, donc la mobilité. Et le fait de rester confiant sur le fait qu'on puisse évoluer vers, quand on a mal au dos, qu'on puisse sortir de ce mal de dos, c'est essentiel. Donc, stimuler son système de croyances, mais positives, pas les fausses croyances, les croyances positives, à travers des visualisations, à travers la méditation, à travers plein de choses, fait qu'on va petit à petit, si on a mal au dos, en changeant tout ce qu'on a dit évidemment dans cette masterclass, diminuer petit à petit son mal de dos, même de façon chronique, et peut-être que s'en séparer pour toujours. Et si, voilà, ça c'est les 3 points essentiels. Et sinon, il y a les 5 que vous voyez devant vous. Donc, évidemment, l'inactivité, le fait de croire les fausses croyances comme le fait que la position assise est l'unique problématique, ce qui est faux, et favoriser, donc encore une fois, les activités physiques. Donc, quand on parle juste d'activité physique, il faut bien comprendre que ce n'est pas faire un sport. Une activité physique, ça peut être, au lieu de prendre l'escalator, je prends les marches. Au lieu de descendre pile à l'arrêt de métro qui m'amène à mon travail ou chez moi, je descends un peu avant. Au lieu de me déplacer en scooter, je me déplace en vélo, enfin ce genre de choses, quoi. Prendre soin de son dos, c'est allier activité de force et souplesse. Ouais, ça c'est juste pour, je l'ai présenté tout au début dans l'anatomie, mais l'idée c'est de trouver vraiment un équilibre juste entre force et souplesse. Donc faire que de la souplesse, ça va créer des déséquilibres. Faire que de la force, ça va créer des déséquilibres. Donc on essaie vraiment de trouver un juste milieu entre les deux. Et enfin, c'est ce qu'on a dit juste avant à travers la respiration, prendre soin de son dos, c'est aussi apprendre à gérer ses émotions à travers sa respiration. Et ça, c'est notre meilleur allié pour faire face, encore une fois, à cet état, tout ce qui peut amener du stress sur notre corps et sur notre santé quotidiennement. Le meilleur allié, c'est apprendre à gérer sa respiration. Et ça va vraiment vous changer la vie parce que on peut complètement gérer et prévenir d'un état de stress, quelque chose qui va nous stresser, qu'on sait que ça va nous stresser. On peut complètement le prévenir en faisant des exercices de respiration que vous pouvez apprendre à travers notamment dans les cours de yoga ou de sophrologie. Bon, merci beaucoup, Samuel, pour ces explications. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je vois notamment Odile qui parlait de crampes dans la langue quand elle était portée au palais pendant l'exercice de respiration tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, que tu vois ce que c'est? Ouais, alors peut-être que c'était sur. Alors effectivement, si on a des tensions, on peut éventuellement sentir des crampes dans la langue. Je pense que c'est lié aussi à la posture assise, donc on est contre la gravité et quand on pousse avec sa langue vers le palais, bon, ça peut mettre pas mal de tension. Peut-être ce qu'il faudrait essayer, c'est de le faire de façon allongée sur le dos. Allongé sur le dos, du coup, le poids de la gravité est moins important et ça peut être plus efficace. Après, j'ai rarement entendu ça, des crampes sur la langue quand on la met au palais. Il faut essayer d'imaginer que c'est vraiment le bout. Alors, ce n'est pas une tension globale dans la langue, c'est le bout, la pointe de la langue qui vient se poser contre le palais. Ce n'est pas une pression. Donc, c'est bien de poser cette question parce qu'il y a aussi ce sujet. Ce n'est pas mettre une grande pression avec la langue sur le palais, c'est poser le bout de sa langue sur le palais de façon vraiment douce pour juste relâcher tout le complexe de la langue. La langue, c'est vraiment, il y a une dizaine de muscles qui sont composés dans la langue et qui va vraiment dans la gorge, globalement, avec des attaches postérieures. Donc voilà, essayez de le faire plutôt en douceur, peut-être sur le dos. Et sinon, il y a une autre question sur le fait de craquer son dos. Bon, ça, c'est pareil, ça fait partie des croyances. Et malheureusement, en ostéopathie ou en chiropraxie, on a tendance à vouloir entretenir cette solution miracle de la structurelle, c'est-à-dire les manipulations qui font craquer le dos. Craquer son dos, en fait, quand on entend un bruit comme un craquement, c'est juste une bulle de gaz
qui s'évacue d'une articulation, de l'intérieur d'une articulation. Elle passe de l'intérieur à l'extra-articulaire. Donc, ça fait, quand il y a une différence de pression, ça fait du bruit. Donc, ça explique juste qu'effectivement, on a libéré une pression qui était présente, mais on peut complètement libérer cette pression en faisant des mobilités douces, comme je l'ai montré tout à l'heure, à travers des flexions, des extensions, des ouvertures, etc. Et la solution miracle de se faire craquer, il faut vraiment, encore une fois, aussi l'enlever de sa tête. Et pourtant, encore une fois, là, pour le coup, je ne prêche pas en ma paroisse parce que tous les ostéos beaucoup d'ostéos ou de chiro ont tendance à dire venez me voir, je te fais craquer 2-3 vertèbres dans le dos et tu vas te sentir bien et tu vas régler tous tes problèmes. C'est pas vrai. La réalité, c'est que c'est juste enlever une tension qui peut revenir de façon très rapide derrière. Donc, en gros, je répondrais vraiment, est-ce que tu dois craquer ton dos? Non. Plutôt, essayer d'appliquer ce qu'on s'est dit dans cette masterclass, de jouer sur les 3 piliers biopsychosocial à travers de la mobilité douce, à travers la gestion des émotions, à travers l'ergonomie sur ton poste de travail. Et là, tu vas vraiment avoir des solutions pérennes dans la durée pour ton dos. Et c'est surtout pas en cherchant une méthode miracle qu'on règle un problème complexe, donc notamment pour le fait de craquer son dos. Merci. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. On va bientôt clôturer cette masterclass. Juste avant, il y avait Fabien qui n'avait pas pu assister à cette masterclass, malheureusement. Elle sera disponible en replay, c'est bien sûr. Qui avait une question. Ah bah oui, allez-y. Allez-y. Allô? Oui, bien sûr. Oui, j'avais posé une question, mais c'est très particulier. C'est que faire quand une déchirure des fixateurs de l'épaule, malgré médecin ostéo, après 2 ans? Ok. Parce que j'ai voulu arracher un pied de rhubarbe qui m'a résisté. Et depuis, ça fait 2 ans, j'ai tout fait, les radios, l'ostéo et tout, le kiné, je le sens toujours. Oui, alors les problématiques chroniques, comme ça, là, on rentre encore une fois dans le cadre de la douleur chronique. Donc là, c'est une problématique très spécifique au niveau de l'épaule. Encore une fois, c'est difficile de faire un diagnostic comme ça. Par contre, ce dont on parlait dans la masterclass marche très bien sur la gestion de la douleur chronique. Donc, ça ne veut pas dire forcément régler la problématique très spécifique ici d'arrachement au niveau de tendineux, au niveau de l'épaule. Mais par contre, sur le seuil de douleur, clairement, en jouant sur les respirations, en jouant sur des mobilités douces, en travaillant avec le yoga, la méditation, etc., ça va vraiment, vraiment, vraiment améliorer le seuil de douleur et la douleur chronique. Après, pour la problématique spécifique tendineuse et d'insertion sur l'épaule, là, il faut consulter peut-être d'autres personnes. Parfois, on ne trouve pas pendant longtemps le bon spécialiste et puis il y en a un avec qui ça va matcher. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Voilà. Nous, on a 2 centres qui s'appellent Somasana dans le 8e et dans le 9e à Paris. Je ne sais pas si vous êtes à Paris, mais il y a vraiment une prise en charge holistique qui est faite. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, essayer de trouver des solutions. Voilà. Oui, je connais, je suis avec Marion. Ah, bah, très bien, super. Il faut en parler. Voilà, typiquement, si on vient à des cours de yoga, il faut en parler à son professeur de yoga qui lui-même s'inscrit dans un paysage de santé et qui peut accompagner à travers des conseils éventuels ou s'il est limité, parler avec les thérapeutes, les autres thérapeutes du centre. Mais c'est vrai que c'est des problématiques un peu embêtantes, ce genre de sujet, mais il y a vraiment une issue possible dans la durée, mais il faut vraiment consulter de manière spécifique, quoi. Bon, très rapidement, avant de clôturer cette masterclass, j'avais juste donc une question de Fabien qui demandait à quel point était important le matelas et la durée de vie du matelas quand on dort, parce qu'au bout d'un certain temps, il se réveillait avec certains maux de dos à cause de sa position dans le sommeil, qui est une position pendant laquelle on n'est justement pas en mouvement, qui est un peu le contraire de ce qu'il faut faire pour le dos. Voilà, quelles sont les solutions à adopter par rapport à ça? Alors, la literie et le sommeil, c'est un sujet hyper complexe et vaste. Donc, ça pourrait faire le sujet vraiment d'une masterclass à lui tout seul. Moi, le conseil le plus classique que j'ai tendance à te donner, c'est, encore une fois, ça va à l'encontre évidemment de tout ce que tout le monde va attendre, c'est-à-dire tout ce qui est trop confortable, trop mou, n'est pas si bon pour le dos. Donc, à partir du moment où on sent que le lit est trop mou, le matelas est trop mou, il faut le changer ou alors mettre un surmatelas un peu plus rigide. Il faut aller, on va vraiment, et maintenant je discute avec certaines marques qui créent des matelas parce qu'ils veulent du conseil, et globalement toutes les marques vont vers des choses un peu moins molles et plus rigides. Donc c'est vraiment assez étonnant, mais ça rejoint des trucs très basiques comme les futons japonais, etc. Ou quand on a moins
quelque chose qui est mou sous les muscles, et ben, on se sent mieux et on a plus de tonicité posturale, donc on a moins mal au dos. Donc voilà, en gros, c'est ça en 2 mots, mais c'est plus complexe que ça, mais c'est ça en 2 mots. Si on sent que le matelas est trop mou, il faut le changer. Merci beaucoup, Samuel. Je crois que c'est l'heure de clôturer cette masterclass. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir, d'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir participé même. J'espère qu'on se reverra très bientôt pour une prochaine masterclass, j'en suis sûr. En attendant, j'en profite pour vous dire que vous pourrez retrouver Samuel donc, dans les 2 centres Somasana d'ostéopathie et de yoga et que vous pouvez aussi nous retrouver, nous, Urban Sports Club, sur Internet.